Bonjour à tous les étudiants qui suivent avec moi le cours d'électromagnétisme sur cette chaîne. Donc si vous suivez la vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les autres vidéos. Bien, donc ce cours il est programmé en deuxième année de la faculté et dans certaines écoles d'ingénieurs, que ce soit en premier semestre, pardon, que ce soit en semestre 3 ou bien en semestre 4. C'est un cours où il y a énormément de calculs, donc j'ai décidé de le partager en plusieurs parties pour que la lecture soit facile. Donc dans cette première partie, voilà ce que je vais essayer de traiter. Donc d'abord, d'une façon générale, dans ce cours, on va traiter les points suivants. Quelle est l'équation de propagation et quelle est sa solution? Comment se propagent ces ondes, ce qu'on va appeler les ondes électromagnétiques? Quelle est leur structure, c'est-à-dire pendant leur propagation? Comment est le champ électrique par rapport au champ magnétique? Comment ils sont par rapport à la direction de propagation? Quelles sont les propriétés de ces ondes? Quelle est leur énergie? Et quelle est leur fréquence, leur période, et ainsi de suite. Et enfin, comment sont créées ces ondes? Par quels moyens on peut créer des ondes électromagnétiques? Parmi les propriétés les plus importantes de ces ondes, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'un milieu pour se propager, comme on va le voir de la suite. Comment elles sont créées? Je vais vous donner juste une idée. Pour le moment, elles sont créées par vibration de charge électrique, par une charge qui oscille. On lui applique un signal alternatif, donc ce qu'on appelle un dipôle oscillant. Il va créer un champ électrique variable, une vibration qui dépend du temps, qui va créer elle-même une autre vibration, et ainsi de suite. Un champ électrique variable, comme on a vu dans les équations de Maxwell, va créer un champ magnétique variable et la propagation va se faire de proche en proche. Quels sont les types d'ondes qui existent et que vous connaissez jusqu'à maintenant? On peut les classer les ondes en deux grandes parties. Vous avez d'une part les ondes mécaniques, ce que vous avez étudié au terminal, et vous avez les ondes électromagnétiques. Donc les ondes mécaniques, vous avez vu qu'elles ont besoin d'un milieu matériel pour se propager. Une onde mécanique ne peut pas se propager dans le vide. Et elles sont de deux types. Des ondes transversales, lorsque la vibration est perpendiculaire à la direction de propagation, longitudinale, lorsque la vibration est parallèle, cas du ressort par exemple. Quelle est la nature des ondes électromagnétiques? C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Bien. Maintenant, je vais essayer d'établir les équations de propagation de ces ondes. Donc, tout est basé sur les quatre fameuses équations de Gini-Maxwell. Mais Maxwell a réuni l'ensemble des équations de l'électrostatique et de la magnétostatique sous forme de quatre belles équations que nous avons vues dans la vidéo précédente. Mais le génie de ce Maxwell, justement, c'est pas de les réunir uniquement sous forme de quatre équations, mais de comprendre que si on les prend ensemble, on peut avoir beaucoup plus de phénomènes physiques que si on l'étudie chacune séparément. Essayons donc de les prendre ensemble et voir qu'est-ce qu'on peut obtenir. Premier point, tout ce qu'on va faire, c'est dans le vide, c'est-à-dire on va se placer dans une région où il n'y a ni charge ni densité de courant. Donc on va étudier l'équation de propagation du champ électromagnétique en absence de charge et de courant. Et dans ce type de région, voilà à quoi deviennent les équations de Maxwell. Donc divergence de E égale à 0, puisque ρ égale à 0. Donc celle-là, elle est indépendante des charges. Rotationnelle de E égale moins d2p sur d2t, c'est la loi de l'induction. Celle-là aussi, elle est indépendante des charges, c'est divergence de B égale à 0. Donc ces deux équations-là, elles sont les mêmes dans n'importe quel milieu. Et la dernière, c'est rotationnelle de B, puisque J égale à 0 va se réduire au courant de déplacement mu0 y0 d de E sur d de t. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ou bien, qu'est-ce qu'on va étudier? Donc, vous avez une antenne qui va créer les ondes. Les ondes vont se propager dans le vide et nous, on va se placer dans une région du vide où il n'y a ni charge ni courant et voir quelle est l'équation de propagation dans ce milieu-là, quelle est la structure de l'onde, quelle est la forme de la solution de cette équation de propagation. Bien. Établissons donc cette équation de propagation des ondes. Donc tout est basé sur les quatre fameuses équations de Maxwell. De tout à l'heure que j'avais noté autrement, ça c'est divergence de E égale à 0,
divergence de B égale à 0, rotationnel de E égale à moins D de B sur D de T, et rotationnel de B égale à epsilon 0, mesuré D de E sur D de T. Donc vous avez besoin de deux équations. La première, c'est la formule suivante, rotationnel d'un vecteur quelconque est égal à gradient divergence de ce vecteur moins le laplacien de ce vecteur. On peut le montrer, il y a beaucoup de calculs, mais c'est une formule qu'on va adopter dans tout ce cours-là. Donc rot de rot, c'est grad div moins le laplacien. Ça c'est valable pour n'importe quel champ électrique. Donc pour établir l'équation de propagation du champ électrique, on va calculer rotationnel de E de deux manières. En utilisant cette formule, puis en utilisant les équations de Maxwell. Bien. En utilisant les équations de Maxwell, vous avez rotationnel de E. C'est quoi rotationnel de E? Donc rotationnel de E, c'est moins d de B sur d de t. Donc je remplace rotationnel de E ici par moins d de B sur d de t. Donc j'ai appliqué les équations de Maxwell. Maintenant, je vais appliquer cette formule. Grad div, c'est quoi div de E? C'est 0. Donc il me reste moins le laplacien. Et après, vous continuez. Après, il suffit d'éliminer le champ magnétique B, toujours en utilisant des équations de Maxwell, et vous allez aboutir à une équation vérifiée par le champ électrique. Donc, deuxième étape, je vais permuter D sur dt rotationnel. Donc voilà, je permute, il va me donner D sur dt de rotationnel de B, bon, simplifions par ici le moins, va rester égal à Laplacien de E. Je réapplique encore une fois les équations de Maxwell. Rotationnel de B, c'est epsilon 0 mesuré d de E sur d de t. Donc je remplace rotationnel de B par son expression. Et j'obtiens enfin epsilon 0, pardon, rotationnel de B. Donc là, il n'y a pas de rotationnel. Bon, il n'y a pas de rotationnel puisque je remplace rotationnel de B par ça. Donc il va me rester d carré mu 0 epsilon 0 d carré de E sur dt carré égale Laplacien de E. Donc voilà, j'ai une équation où uniquement le champ électrique apparaît. Donc j'ai découplé les équations de Maxwell et j'ai trouvé l'équation de propagation du champ électrique qu'on peut écrire sous la forme Laplacien de E moins mu 0 epsilon 0 d carré sur dt carré de E égale à 0. Bon, c'est une équation analogue aux ondes qui ont été étudiées précédemment à condition de poser 1 sur v carré égale à mu 0 epsilon 0. Bien, si on pose v carré égale 1 sur epsilon 0 mu 0, voilà, c'était la grande surprise de Maxwell. Il a trouvé tout simplement que 1 sur epsilon 0 mu 0, racine carrée, est égal à v carré, et ce v n'est autre que la vitesse de la lumière. Et de là, il a déduit que la lumière, c'est une propagation tout simplement d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Bien, de même, on va démontrer que le champ magnétique, bien sûr, va suivre exactement la même équation, donc même procédure. J'applique rot de B, grad div de B moins Laplacien, puis j'applique les équations de Maxwell. Je commence toujours par rotationnel de B, ensuite j'applique les équations de Maxwell. Donc je remplace rotationnel de B par mu 0 epsilon 0 d de E sur d de t, donc ça c'est égal à 0, il va me rester moins Laplacien de B. Je remplace dans les équations de Maxwell d de E sur d de t, rotationnel de E par sa valeur, parce que je dois permuter d'abord d sur dt et rotationnel. Et rotationnel de E, c'est moins d de B sur d de t. Et vous avez enfin exactement la même équation pour B. Donc, et le champ électrique et le champ magnétique suivent la même équation de propagation et se propagent avec la même vitesse qui est la vitesse de la lumière. Plus que ça, on va, bon, pour condenser cette expression, on va définir un nouveau opérateur. Bon, c'est juste une écriture d'Alembertien. Là, c'est apostrophe d'Alembertien. C'est le Laplacien moins 1 sur c carré d carré sur dt carré. Et donc, les équations de propagation deviennent d'Alembertien de E égale à 0, d'Alembertien de B égale à 0. Bon, c'est juste une écriture condensée de cette équation-là. Bien. Maintenant, on a vu que le champ électrique et le champ magnétique suivent la même équation de propagation. Qu'en est-il pour les potentiels associés? Potentiel scalaire pour le champ électrique, potentiel vecteur pour le champ magnétique. Essayons de déterminer l'équation de propagation du potentiel vecteur. Bien, je rappelle les équations de Maxwell et je rappelle c'est quoi la relation entre le potentiel vecteur et le champ électrique. On a défini le champ électrique en régime variable, c'est moins gradient de V, ça c'est en régime statique. Et si le champ magnétique variable, vous avez aussi ce qu'on a appelé le champ électromagnétique, le champ d'induction de
Neumann. Donc E, c'est moins gradient de V moins D de A sur D de T. Eh bien, on va utiliser rote de A, comme d'habitude. Rote de A, c'est grade div de A moins le Laplacien. Maintenant, rotationnel de A, c'est, donc, rotationnel de A, c'est B. Donc, vous voyez, donc là, je commence par l'équation rotationnelle de B égale 1 sur C carré D de E sur D de T. Donc, rotationnel de B, c'est 1 sur C carré. Je remplace dans cette équation le champ électrique par son expression. C'est moins gradient de V moins D de A sur D de T. B, c'est rotationnel de A. Donc, vous voyez, je vais déterminer l'équation où il n'y a que uniquement A et V. Donc, j'applique ici rotationnel de A, c'est grade div de A moins le Laplacien. Le deuxième terme, je le laisse tel qu'il est. Or, et donc, je vais déterminer l'équation Laplacienne de A. Et ici, vous avez d carré sur dt carré de A. Donc, je détermine Laplacien de A, ce terme, moins celui-là. Qu'est-ce qu'il va me rester? 1 sur c carré d sur d de t, d sur d de t de gradient de V. Donc, j'ai mes gradients en facteur. Et là, il va me rester divergence de A. Donc, puisque j'ai multiplié le tout par le signe moins. Donc, il va me rester divergence de A plus 1 sur c carré d de V sur d de t. Donc là, j'ai factorisé par le grade. Vous avez le grade ici et le grade là. Et vous voyez que le potentiel vecteur vérifie la même équation de propagation de A à condition que ce terme soit égal à 0. Et on va voir quand est-ce ou bien pourquoi on va poser ce terme égal à 0. Et c'est ce qu'on appelle le choix de jauge. Rappelez-vous, quand on a étudié l'électrostatique, le potentiel scalaire est déterminé à une constante près. Le potentiel vecteur, dans le cas statique, est déterminé à un gradient près. Et ça, c'est ce qu'on appelle des choix de jauge. Dans le régime variable, on va adopter un nouveau choix de jauge. Pourquoi? Parce que ce qu'on mesure expérimentalement, c'est le champ magnétique B. Donc, c'est uniquement rotationnel de A qui est défini, et non pas le A. Donc, on a une liberté de choisir le A. Donc, n'importe quel potentiel vecteur A auquel on va ajouter le gradient d'une fonction, vous avez toujours rotationnel de A égale à rotationnel de A'. Donc, pour même champ, vous avez une infinité de potentiels vecteurs. Comme pour le champ électrique, vous avez une infinité de potentiels scalaires. Ils sont tous définis à une constante près. D'accord? Donc, vous avez rotationnel de A égale à rotationnel de A'. Car rot de grade égale à 0. Et puisqu'il n'y a aucune équation qui définit la divergence de A, on va adopter le choix de jauge suivant, divergence de A plus 1 sur c carré d de V sur d de t égale à 0, et c'est ce qu'on appelle jauge de Lorentz. Donc Lorentz a pris comme choix de jauge, ou bien qu'en condition, on va apposer une condition supplémentaire au potentiel vecteur, au potentiel scalaire. Au lieu d'avoir divergence de A égale à 0, c'est ce qu'on avait utilisé en magnétostatique. On pose, pour déterminer A avec 100 gradients ou bien 100 gradients de plus, on pose divergence de A égale à 0. Maintenant, on va poser divergence de A plus 1 sur c carré d de V sur d de t égale à 0. Et dans le cas de choix du jauge de Lorentz, vous voyez que l'équation de propagation de A devient la même que B et la même que le champ électrique. Donc, E, B, potentiel vecteur, dans la condition du choix du jauge de Lorentz, obéissent tous à la même équation de propagation. Qu'en est-il pour le potentiel scalaire? Eh bien, vous devinez, ça va être la même chose. Là aussi, je vais utiliser les deux équations de base, E égale moins gradient de V moins d de A sur d de t, et la choix de jauge de Lorentz qu'on vient de démontrer. Donc, je démarre par divergence de E égale à 0, première équation de Maxwell. Je remplace le champ électrique par sa valeur. Donc, div de grade, c'est le Laplacien. Et div de d sur dt, j'inverse d sur dt avec div. Ensuite, divergence de A, je remplace sa valeur par l'équation de choix de jauge de Lorentz, c'est moins 1 sur c carré. Et je retrouve tout simplement Laplacien de V, moins 1 sur c carré d carré de V sur dt carré égale à 0, ou bien d'Alembertien de V égale à 0. Donc en conclusion, et les champs électriques, le champ magnétique, autrement dit les trois composantes du champ électrique, les trois composantes du champ magnétique, les trois composantes du potentiel vecteur, le potentiel scalaire, tous satisfont bien sûr à la même équation de propagation qui est Laplacien de f moins 1 sur c carré d carré de f sur dt carré égale à 0. F, ça peut être soit le potentiel, soit
l'une des composantes du champ électrique, champ magnétique au potentiel vecteur. Donc voilà comment on arrive à l'équation de propagation du champ électrique et du champ magnétique. Maintenant, quelles sont les équations possibles? Quelle est la solution de cette équation? Donc, examinons le cas particulier où f ne dépend que, ici j'écris E, ne dépend que de temps et d'une seule variable. Donc, on va choisir le cas où f, pour démontrer la solution de cette équation, on va travailler avec une fonction qui ne dépend d'une seule variable. On va prendre par exemple z. Supposons que le champ électrique ne dépend que de z et de t, et bien sûr la même chose que le champ magnétique de z et de t. Bon, on choisit une seule variable juste pour simplifier les calculs, mais le résultat est général. Que devient le Laplacien dans ce cas-là? Il devient d carré sur dz carré, parce que normalement c'est plus d carré sur dx carré, plus d carré sur dy carré. Comme le champ ne dépend que de z, il se réduit à d carré sur dz carré. Donc l'équation de propagation qu'on va essayer de résoudre devient d carré sur dz carré moins sur c carré, d carré de f sur dt carré égale à 0. Qu'on peut réécrire en factorisant, vous avez a carré moins b carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Et ce que je vais appeler dans la suite, la fameuse équation 1 qu'on va essayer de résoudre. Et là, on va passer par un petit changement de variable. On va poser u égale à z moins c fois t et v égale à z plus c fois t. Avec ce changement de variable, z devient 1 demi, vous faites ce terme plus celui-là divisé par 2, et t, vous faites celui-là moins celui-là divisé par 2. Donc u moins v, et t c'est égal à u moins v divisé par 2. Donc là, bien sûr, il manque un signe moins, donc c'est en fait t, c'est moins 1 demi facteur de u moins v. Après, je vais calculer d de f sur d de z. Qu'est-ce qu'il y a? Donc je rappelle l'équation qu'on va résoudre. C'est, j'ai besoin de calculer la dérivée par rapport à z de f et la dérivée par rapport au t de f. Bien. Donc vous avez f, c'est une fonction qui dépend de deux variables maintenant. Il dépend de z et de t, qui eux-mêmes dépendent de u et de v. Donc si je dérive par rapport à z, c'est la dérivée d'une fonction à plusieurs variables. Je dérive par rapport à u, ensuite je dérive u par rapport à z, plus la dérivée de f par rapport à v, ensuite la dérivée de v par rapport à z. Maintenant ce terme, je le calcule d'après cette équation. La dérivée de u par rapport à z, c'est combien? Dérivée de u par rapport à z, c'est 1. Et la dérivée de v par rapport à z, c'est 1. Donc il me reste d de f sur d de u plus d de f sur d de t. La même chose par rapport au temps. Dérivée de u par rapport au temps, c'est moins c. Dérivée de v par rapport au temps, c'est c. Donc, est égal à ce terme. Bien. Maintenant, je suis presque. Je calcule maintenant ce terme. d de f, d sur d de z moins 1 sur c. Donc, moins 1 sur c, df sur dt. Vous voyez bien qu'il va se réduire à d carré de f sur d de u sur d de v. Donc, vous voyez. Donc, d de f sur d de z moins 1 sur c, ça va vous donner deux fois ce terme, et puis d sur d de z plus 1 sur c, ça va vous donner deux fois ce terme-là. Donc, autrement dit, 4 fois, on va simplifier par 4, il va rester d carré de f sur d de u sur d de v égale à 0. Donc, cette équation différentielle se réduit à une équation beaucoup plus facile à intégrer. Donc là, je pense, vous avez vu ce que j'ai fait. Je fais ce terme moins celui-là. Donc vous faites moins 1 sur c d'abord, factorisé par moins 1 sur c ici. Il va vous rester 2 de f sur d de u moins 2 de f sur d de v. Donc moins 1 sur c va être ce terme fois celui-là. Plus 1 sur c va être d de f sur d de u plus d de f sur d de v. Vous remplacez dans ces deux équations-là et vous allez voir ce terme-là. Bien, comment résoudre cette équation-là? Eh bien, vous voyez, je vais écrire maintenant cette équation, la dérivée de u d'une nouvelle fonction égale à 0. Quand est-ce que la dérivée de u d'une fonction égale à 0? Ça veut dire que cette fonction est égale à une constante. Voilà, cette fonction est égale à une constante. Cette constante, je l'appelle g, mais elle peut dépendre de v. Pourquoi? Parce que si vous dérivez par rapport à u, je dérive une fonction qui dépend de v par rapport à u, j'obtiens 0. Donc là, cette constante peut être éventuellement une fonction de v. Maintenant, j'intègre une deuxième fois. Donc l'intégrale de g de v, je l'appelle petit g, plus une constante. Et cette constante, elle peut dépendre de u. Pourquoi? Parce que si vous dérivez ça par rapport à v, la dérivée de g par rapport à v, ça va donner cette fonction. Et puis la dérivée d'une fonction par rapport à u, si je le dérive par rapport à v, j'obtiens 0. Donc voilà
la solution finale de l'équation de propagation. Donc, ce sera la somme de deux fonctions, une fonction qui dépend de U et une fonction qui dépend de V. Et on va interpréter ces solutions. Donc, remplaçant U et V par leur valeur, je trouve que la solution de l'équation de propagation des ondes électromagnétiques, c'est toujours la forme de deux ondes, une onde qui dépend obligatoirement de la variable Z moins C fois T et une onde qui dépend de la variable Z plus C fois T. Vous prenez n'importe quelle fonction, je ne sais pas moi, exponentielle lambda facteur de Z moins C fois T, il suffit qu'il dépend uniquement de la variable de Z moins C fois T. Vous pouvez vérifier facilement qu'il vérifie moins C fois T. Voilà. Essayez de le prendre comme exemple et vous pouvez vérifier qu'il vérifie exactement l'équation de propagation. Ou bien cosinus de Z moins C fois T, ou bien log de Z moins C fois T plus exponentielle Z moins C. L'essentiel que n'importe quelle fonction qui dépend de la variable Z moins C fois T, donc vous voyez qu'ils sont des variables dépendantes, ou bien de la variable Z plus C fois T, c'est une solution de l'équation de propagation. Essayons maintenant d'interpréter ces solutions. Et l'interprétation, vous allez comprendre facilement avec ce terme. Imaginons que j'ai la forme de cette onde, peu importe quelle forme, un instant T1 se trouve à la position Z1. C'est-à-dire, je vais essayer d'interpréter la fonction Z moins C fois T, qu'est-ce qu'elle représente? Eh bien, dans l'argument Z moins C fois T, je vais ajouter un terme et retrancher un terme. J'ajoute moins C fois grand T plus C fois grand T. Bon, c'est toujours la même chose. Et cette équation va se réécrire Z1 plus C fois grand T moins C facteur de T1 plus T. Donc celui-là, je la pose Z2 et celui-là, je la pose T2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la fonction G qui était à la position Z1 à l'instant T1 va se retrouver à l'instant T2 à la position Z2. Or Z2 c'est quoi? C'est Z1 plus C fois T, donc Z2 est supérieur. Et T, c'est donc un instant T plus T, un instant ultérieur, la fonction va se trouver à la position Z2. Autrement dit, G, c'est une fonction progressive, c'est une onde progressive qui se propage vers les Z croissants. À l'instant T2, la fonction se trouve à Z2 égale à Z1 plus C fois T. Donc, c'est une fonction qui se propage dans la direction des Z positifs. Voilà. Eh bien, de la même chose, la fonction f qui dépend de Z1 plus C fois T, par la même procédure, on va ajouter C fois T, retrancher C fois T, et vous voyez que à l'instant Z1 moins C fois T cette fois-ci, c'est-à-dire à l'instant de ce côté, à l'instant T1 plus T, la fonction va se retrouver à la position Z1 moins C fois T. Donc là, pour la fonction f, à l'instant T1 plus T, la fonction va se retrouver quelque part ici. C'est-à-dire à la position Z2 qui est Z1 moins C fois T. Donc ça, c'est la fonction f et ça, c'est la fonction g. Donc, ces fonctions-là représentent tout simplement des fonctions progressives qui se propagent vers les Z croissants et une fonction qui se propage vers les Z décroissants. Donc la solution d'onde, c'est toujours formée par deux ondes, une onde qui se propage, une onde progressive et une onde régressive. Bon, là, on a choisi la propagation suivant l'axe Z, mais ça peut être une direction U quelconque. Et dans ce cas, au lieu de Z moins C fois T, il suffit de remplacer Z par une variable U qui est EU, vecteur unitaire de la direction de propagation scalaire R. Ça, c'est la direction suivant la solution suivant une direction de propagation U quelconque. Donc, il suffit de remplacer ici Z par EU scalaire R avec EU, c'est la direction de propagation. Bien. Donc, voilà pour cette première partie. On a déterminé, on a parlé essentiellement de l'équation de propagation de l'onde électromagnétique. Comment démontrer cette équation de propagation? Ça, c'est absolument à savoir. Par contre, la forme de la solution, en général, on vous la donne. Vous n'êtes pas censé, on ne va pas vous demander de démontrer que la solution est de ce type-là, mais il se peut qu'on vous demande, voilà un champ, est-ce qu'il est solution de l'équation d'onde? Bien, maintenant, une fois qu'on a déterminé l'équation de propagation, nous avons vu les deux types de solutions. Dans la séance prochaine, on va donner une forme à cette
onde, à cette forme de la solution. On va parler d'une forme bien déterminée, qui est ce qu'on appelle l'onde plane monochromatique. Donc d'abord, on va lui donner une nature. On va parler des ondes planes. Ensuite, aux ondes planes, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les ondes planes monochromatiques ou bien les OPPM, ondes planes monochromatiques. Et on va déterminer la structure de ces ondes planes monochromatiques en introduisant ce qu'on appelle les notations complexes pour simplifier l'étude. Voilà, je retire donc tous ceux qui ont vu cette vidéo-là pour la première fois. N'hésitez pas à la partager avec vos amis dans les réseaux sociaux, bien sûr, pour que l'information soit bénéfique au maximum d'étudiants. Likez la vidéo si bien sûr vous avez aimé le contenu, partagez-la avec vos amis et à très bientôt pour la suite de ce cours.